Donc là, normalement, voilà. Bonsoir, docteur Paul Bousquet. Nous sommes, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accordé votre temps pour la cause de Action 21 Lyon 69. Donc, comme vous le savez, nous sommes un collectif engagé dans la protection de nos enfants et notre cause qui, au départ, était le masque pour les enfants, aujourd'hui s'élargit un petit peu puisque on se rend compte que beaucoup de choses dans le protocole sanitaire à l'école ne va pas. En tout cas, merci d'être avec nous. On va se tutoyer, Paul, Oui, toujours. c'est plus simple puisqu'on le fait hors antenne. Voilà. Donc, est-ce Oui. que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Voilà, très rapidement, je suis, médecin et très vite, je me suis, intéressé à d'autres approches puisque, entre ce qu'on apprenait en cours et ce que je voyais à l'hôpital, il y avait de grandes discordances parfois. En particulier, je me suis formé à la santé environnementale parce qu'on voit beaucoup de pathologies qui augmentent et on a l'impression qu'il y a une grande inertie, peu de conscience de ce qui se passe réellement. Voilà, donc et en m'orientant plutôt vers ce versant de prévention qui est malheureusement le parent pauvre de la médecine en France. Voilà, je me suis beaucoup aussi intéressé à la corruption en santé, puisqu'on s'aperçoit, particulièrement en ce moment, que les paroles, la science est faite de controverses, de polémiques, parfois artificiellement maintenues, mais on s'aperçoit surtout en ce moment que la parole est confisquée à beaucoup d'experts et que ceux qui s'expriment ne sont pas forcément les meilleurs experts Oui, sur le oui. domaine. Malheureusement, et ça crée une grande confusion, en fait, une grande confusion dans le public. Euh, et c'est bien d'avoir, en fait, des avis de médecins comme toi, en fait, qui puissent donner un éclairage, en fait. Avoir plusieurs angles d'éclairage, parfois, ça aide à la compréhension. Mmh. Et c'est important d'avoir des médecins tels que toi, tels que Louis Fouché. Et d'ailleurs, tu fais partie d'une association qui s'appelle l'EMSIB. Est-ce que tu pourrais Oui. nous la Alors, présenter? juste 2 mots. D'abord, je dois dire, comme Louis ne manque pas de le faire à chaque intervention, que je n'ai pas de conflit d'intérêts. D'autre part, je ne suis pas porte-parole, je m'exprime en mon nom propre, je ne suis pas porte-parole de l'EMSIB, même si je partage, complètement les idées qui sont développées. C'est une association pour une médecine, internationale parce qu'elle est surtout francophone, mais pas que, médecine scientifique, indépendante et bienveillante. On peut dire que ce sont les 3 aspects qui manquent beaucoup à notre médecine, scientifique sans tomber dans le scientisme, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une récupération d'une certaine science souvent galvaudée pour faire passer les idées qu'on veut ou plutôt les intérêts financiers avant l'intérêt général. Indépendante, mais il n'y a aucune indépendance de la médecine, surtout la médecine du médicament. Et enfin bienveillante parce que c'est une qualité quand on menace quelqu'un en disant, par exemple, à une femme: «Si votre fille ne se fait pas vacciner contre les vaccins papillomavirus, qu'elle fait un cancer du col, ce sera votre faute». C'est jouer sur la culpabilité, c'est une technique de manipulation qui marche très bien, on le voit en ce moment, mais ce n'est pas digne d'une relation médicale Ouais. entre le médecin et son patient. Oui, c'est malheureux d'entendre ce genre de choses. Moi, j'ai été confrontée avec donc la vaccination de mes enfants sont vaccinés en fait. Attention, moi je suis pas du tout anti-vax, mais lorsque donc j'ai eu ma fille donc qui devait se faire vacciner. euh, donc il y avait les vaccins obligatoires et les vaccins qui étaient recommandés simplement à Mmh, l'époque. Et moi, recommandé. j'ai dit, mais oui, alors donc dans ce cas-là, je vais faire les obligatoires et puis ben,
Et puis là, on m'a mis une pression, comme tu viens de le dire. On m'a mis une pression, oui, mais si votre fille contracte telle maladie, telle, ça sera de votre faute. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est malhonnête comme pression qui est mise sur. Complètement, oui. Une relation bienveillante, ça n'est pas ça. C'est informer la personne et respecter ses choix. Et malheureusement, la position de pouvoir qu'a le médecin souvent, moi je me suis appliqué très vite, par exemple, dans mon travail quand j'avais un cabinet, je suis passé de l'autre côté du bureau. Parce que c'est très facile de se mettre en hauteur, de mettre les patients beaucoup plus bas et d'imposer son savoir, mais les patients ont beaucoup plus à nous apprendre que l'inverse, je crois. Et j'aime bien dire aussi que la santé est un bien trop précieux pour le confier à un médecin, et c'est bien en ce sens de s'approprier sa santé, de redevenir souverain. Les pays sont en train de perdre leur souveraineté devant le totalitarisme médical qui s'impose à la planète entière, mais à titre personnel, on a vraiment besoin d'être souverain sur notre santé et comme le dit très bien le professeur Raoult, imposer par exemple un vaccin, soit par une contrainte directe pour le coronavirus, soit indirectement en perdant certains droits, ça ne va pas marcher. Tout ce à quoi on va aboutir, c'est à une insurrection, à des fraudes, et c'est pas comme ça qu'on progresse en médecine. En tout cas, ce n'est respectueux ni des patients, ni de leur autonomie. Mm. Voilà. Je voulais préciser quand même, un avertissement que j'aime bien faire, c'est que souvent, dès qu'on a une parole dissidente, on est traité de complotiste. Et je voudrais rappeler ce qu'en dit par exemple Ariane Biloran, qui est remarquable dans ses analyses de la psychopathologie, ce qu'elle appelle un déferlement totalitaire. C'est qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui observe le complot, qui le décrit. Ce n'est pas lui qui complote pour avoir le pouvoir. Donc c'est soit un philosophe, soit un résistant. Et celui, par contre, qui est anticomplotiste et qui va traiter quelqu'un de complotiste, il ne se rend pas compte déjà de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, parce que ça peut être une accusation grave, mais lui-même, ça peut être un collabo d'un système qui peut être totalitaire, ou ça peut être un ignorant du sujet et qui répète comme un perroquet la propagande. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on entre dans une relation humaine équilibrée. Mm. Alors c'est très étonnant de t'entendre parler comme ça, puisque tu es médecin. Donc aujourd'hui, il y a un conformisme qui veut que la parole soit bridée, même si en fait ce n'est pas écrit encore dans les décrets, mais il y a quelque chose qui fait que les personnes se brident elles-mêmes au niveau de la parole. Et c'est très rafraîchissant. Et en même temps, c'est étonnant de t'entendre parler comme ça. Alors, je voudrais juste te citer, tu écrivais en 2018, donc en fait, ça date pas de 2020, c'est pas avec le coronavirus que tu as vu arriver ça, mais en 2018, tu écrivais un article dans lequel donc, j'ai retenu à mes chers confrères et consoeurs affranchis des discours convenus, à ceux qui nous accordent leur confiance, aux experts et conseillers qui ont su garder leur intégrité, aux décideurs qui s'opposent aux lois iniques. Tu as Oui, écrit ça. c'était même plus ancien que ça. Je crois que le déferlement totalitaire, pour reprendre un terme d'Ariane Biloran, encore une fois, qui arrive sur nous n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut remonter, il y en a qui remontent même à des milliers d'années, mais en tout cas, même sans remonter jusqu'à la Révolution, dans les années 90, par exemple, la finance a pris le contrôle de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Et donc, les décisions étaient prises par les financiers et non plus par les ingénieurs ou les médecins qui avaient besoin de développer des médicaments. Et jusque dans les années 90, il y a eu beaucoup d'innovations, des médicaments remarquables qui ont été mis au point. Par la suite, on essaie de recycler des vieilles molécules, il n'y a qu'à voir, mais on innove aussi, puisqu'il y a eu ce fameux remdesivir. J'entendais tout à l'heure le professeur Raoult dire que le remdesivir avait favorisé la mutation virale et expérimentalement, dans des tubes à essai, on a ces mutations à cause de la pression de sélection qu'il exerce. Donc, le, le changement de paradigme qu'il y a eu à ce moment-là, la prise de contrôle par la finance aboutit à ce qu'on voit maintenant, où ce sont des personnes qui financent par exemple l'OMS. On ne va pas le citer parce que son nom est trop connu, donc il suffit d'être milliardaire et d'avoir créé des outils informatiques
hein, soft, pas du hard, mais bon, et on n'ira pas plus loin. J'ai pas envie de m'attirer plus d'ennuis que ce Non, que on va pas se faire que je censurer risque notre déjà vidéo. non On va plus. éviter de se faire censurer Voilà. notre. Voilà, mais donc ce n'est pas à des personnes comme celle-là que j'ai envie de confier ma santé et surtout pas aux actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Voilà, on a vu avec quelle énergie on a promu ce remdesivir alors qu'on avait l'hydroxychloroquine qui, dès 2002, a été testé sur le premier SRAS coronavirus avec des résultats très intéressants. Depuis, on en est à près de 200 études, dont plus de la moitié largement revues par des pairs et de grande qualité méthodologique, et on a encore un discours officiel qui nous dit qu'il n'y a pas de traitement contre le coronavirus. Et c'est extrêmement irritant d'entendre des mensonges pareils. C'est de la propagande, mais comme je te disais, je me suis intéressé à la propagande et à la manipulation depuis très longtemps, une trentaine d'années, on va dire au moins, même plus. Après, une fois qu'on a mis toutes les pièces du puzzle en place, on se retrouve un peu décalé. Parce que moi, si je discute de vaccins avec mes confrères, j'ai beaucoup de mal à lancer des passerelles pour leur dire: «Ben voilà, moi j'ai travaillé des centaines, des milliers d'heures sur ces sujets et maintenant je ne pense pas comme vous et je peux me montrer critique». Et la critique, l'esprit critique qui est très développé au niveau de l'EMCIB, c'est vraiment un travail de fond que fait cette association qui est remarquable. Il n'y a pas que des médecins, il y a des biologistes, des statisticiens. Il y avait le remarquable Michel Georget, par exemple, qui a écrit 2 livres, très intéressants sur les vaccins, mais qui évidemment sont extrêmement critiqués. Et il y a aussi des patients, des victimes de soins, et cetera. Mm. On en parlera peut-être plus loin, mais quand on voit que les médicaments, sont devenus dans les pays très industrialisés la troisième cause de mortalité derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires, c'est très préoccupant, très Mm. préoccupant. Alors, cette liberté de parole que tu t'accordes, Paul, a dû te mettre en difficulté, je suppose? Alors oui, quelquefois, maintenant pour l'instant, je ne suis pas encore allé en prison. Ça peut arriver. La censure, moi je m'exprime surtout auprès de groupes plus ou moins locaux dans ma région, je dirais, même sur Lyon, Sainte-Foy-les-Lyons par exemple, la Drôme, l'Ardèche, où je vis. Dans l'Hérault aussi, ça m'est arrivé. Mais tant qu'on n'a pas une audience trop importante, la parole est relativement libre. D'accord. Maintenant, voilà, après, la parole peut être détournée. On a la chance là de pouvoir parler avec bienveillance et que tu aies une écoute bienveillante. Mais j'ai eu affaire il n'y a pas très longtemps à des journalistes, plusieurs. Il y en a beaucoup qui cherchent à nous coincer, quoi, à nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, à nous amalgamer avec des gens qui fraudent, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, Mm. ça, Heu, c'est appréciable de la même façon que certaines chaînes, de télévision, on peut les nommer, TV Liberté ou France Ce Soir, donnent la parole à ceux Mm. qu'on appelle des dissidents, mais qui en fait, pour moi, ont une parole beaucoup plus juste que la propagande officielle. Donc là, il y a un gros problème avec la presse et les médias, Ah mais oui, bon, ça nous ah amènerait trop oui, loin de parler de ça. De la ouais. même Et en façon fait, que oui. il y a un espèce de panier dans lequel beaucoup de gens sont jetés. C'est toutes les personnes qui ont une parole contraire au diktat officiel. Et tout ça, aujourd'hui, c'est avec une étiquette complotiste, ce qui, pour moi, est juste un détournement de la vérité, en fait. Ce n'est pas parce que l'on exprime une pensée ou un questionnement, hein, ne serait-ce que se questionner aujourd'hui, on peut être amené à être étiqueté complotiste. Mmh. Voilà, ben, on en parlait tout à l'heure. Je pense que celui qui colle l'étiquette le plus souvent ne sait pas comment le terme complotiste a été inventé par la CIA, qui ne voulait pas que les gens mettent leur nez dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en particulier. Et puis par la suite, c'est resté. Il ne faut pas oublier que euh, près de 95% des budgets de recherche en psychologie sont à des fins militaires et de manipulation de masse. Moi, j'ai rencontré la manipulation de masse au travers d'un ancien agent des services secrets qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, je dirais, et c'est à partir de là que j'ai développé mon esprit critique
et que dès ma troisième année d'études médicales, je me disais, mais il y a tellement de discordances entre ce qu'on m'apprend en cours, ce que je vois à l'hôpital, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Il y a des trucs. Alors, la pourriture dont parle quelque chose de pourri au royaume du Danemark, pour reprendre un terme qu'affectionne Louis Fouché. Fouché, c'est un peu plus tard qu'on le découvre que l'industrie pharmaceutique, j'aimerais citer une parole euh, de Fernand Turcotte, qui est le traducteur d'un livre que tous les médecins devraient lire, qui s'appelle Remèdes mortels et crimes organisés. C'est-à-dire que pour lui, l'industrie du médicament tue beaucoup plus que le crime, que les accidents de la route, le sida et tout un tas de maladies réunies. Et ce Fernand Turcotte a dit que l'industrie pharmaceutique avait infiltré et corrompu toutes les décisions de santé publique dans tous les États et à tous les niveaux, c'est-à-dire des ministères jusqu'aux médecins qui sont manipulés pour des prescriptions. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Il n'y a pas que lui qui a dit des choses comme ça. Si on reprend Marcia Angel, par exemple, qui a été rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, et donc il disait, regrettant d'en être arrivé à cette conclusion, qu'on ne peut plus faire confiance à une seule des études sorties dans ces grandes revues que sont le Lancet, le BMJ, etc. Bien sûr, il y a des études sur lesquelles a priori on peut s'appuyer, mais que ces chefs de publication, il y a Richard Smith qui a dit à peu près la même chose aussi, et donc dans la mesure où les médecins sont souvent formatés par les industriels qui, eux, ont des intérêts financiers, ce n'est pas du tout l'intérêt du patient qui est mis en avant, et ça c'est très très préoccupant, et on le voit avec la pression qui est mise par rapport à ces vaccins ARN qui ne sont pas du tout évalués. On est en phase 3, donc encore en phase expérimentale, mais ça, on ne fait pas signer de papier d'assentiment aux gens pour Mm. leur faire comprendre à quoi ils peuvent éventuellement Ouais. s'exposer avec ces vaccins. Alors, avant d'aller parler des vaccins, j'aimerais en fait t'interroger sur la question qui nous préoccupe, nous parents, dans les collectifs. On s'est retrouvés le 2 novembre 2020 avec un décret qui est tombé 48 heures avant en nous annonçant que le masque allait être obligatoire dès 6 ans. En septembre de cette même année, 2020, le masque était arrivé au collège et il était obligatoire dès 12 ans. 11 ans. Et là, on a retrouvé donc l'obligation du port du masque dès 6 ans. Donc, qu'est-ce que au niveau de tes connaissances médicales et scientifiques, euh, que penses-tu de ce port du masque pour les enfants? Alors, je m'y suis intéressé, bien sûr, et il y a quelques collectifs dans le coin près de chez moi et au-delà qui se sont mobilisés quand il y a eu cette obligation qui tombe d'on ne sait où. Je regrette de ne pas avoir pu participer, enfin, ou assister à un autre live. Il y a Gérard et Nicole de Lépine qui ont fait un super article disant que le masque chez les enfants de 6 ans, c'était de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Ce qu'on sait maintenant, et tu connais ça très bien, c'est que les enfants, et depuis le début on le savait, ne sont ni transmetteurs ni malades. Les culpabiliser avec le fait de contaminer leur grand-mère et dire si elle va à l'hôpital, et puis il paraît qu'il y a des pubs. Moi, j'ai jeté ma télé, et c'est encore un conseil de Louis Fauché que j'apprécie beaucoup. J'apprécie autant l'homme que ce qu'il dit. C'est jetez votre télé, éteignez-la. Moi, je n'en ai plus depuis 23 ans, mais quand je vois, comme disait Christian Singer, l'ordure qui sort de cette bouche à ordure qu'est la télévision, il faut surtout pas regarder, en tout cas, les infos. Mais c'est catastrophique ce qu'on nous met dans la tête. Donc, cette culpabilisation n'est pas acceptable pour moi parce que c'est de la manipulation. Et moi, je pense qu'on n'a pas à manipuler les autres, même dans une intention bénéfique. En l'occurrence, il n'y a pas d'intention bénéfique. Je crains que ce soit pour nous habituer à l'obéissance, pour habituer les enfants à l'obéissance. On sait maintenant tous les inconvénients. Là aussi, il y a des articles qui ont été écrits. Si on va sur le site d'Ariane Biloran, euh, il y a plusieurs psychologues qui ont participé Oui. et même pédiatres à des articles qui ont été écrits sur les conséquences
psychologiques, relationnelles, médicales, affectives, sur les apprentissages, quand on pense bien sûr aux enfants qui ont un développement psychomoteur normal, mais il faut penser aussi à tous ceux qui sont handicapés d'une façon ou d'une autre, qui vont être privés de voir le visage de leur interlocuteur, de leur formateur, de leur institutrice, de leur, en particulier en maternelle, et quand en plus on oblige ces enfants à porter ce masque, c'est de la barbarie. Pour moi, maltraitance, barbarie, il n'y a aucune assise médicale, scientifique pour obliger ça. Mm. Autant, et même quand on a vu les études qui ont été faites ou les méta-analyses, une méta-analyse, on prend 10, 15, 20 études. Il y a par exemple un certain Xiao, je suppose chinois, qui a fait une méta-analyse d'une vingtaine d'études sur l'efficacité des masques FFP2, donc ce sont ceux qui sont canards, hein, Mm. j'en ai pas loin, mais bon, non pas Oui, sous la main. oui. Et puis les masques chirurgicaux que tout le monde connaît, qui sont blancs ou bleus ou verts. Donc, quand j'ai travaillé, moi, dans des pays où il y avait beaucoup d'endémies tuberculeuses, on mettait de suite un FFP2 si quelqu'un toussait, était fébrile, était suspect, et on mettait un masque chirurgical au patient, parce qu'on allait limiter comme ça les risques de contagion. Avec les virus, l'efficacité est moindre qu'avec les bacilles tuberculeux, mais on peut penser qu'elle existe peut-être parce qu'il y a une partie de la transmission qui peut se faire par des aérosols très fins, dont malheureusement beaucoup vont rester plusieurs heures en suspension dans la pièce. Là, il y a polémique pour savoir est-ce que c'est que le manuportage par les surfaces indirectes. Bien sûr, les virus peuvent rester actifs pendant un certain temps, mais c'est plus difficile. À côté de ça, on a les supermarchés où on sait que sur les barres, il y a des gens qui se mouchent avec les doigts et puis qui vont rattraper la barre du chariot, etc. Donc, il y a des aberrations comme ça. Mais en tout cas, chez les enfants, ça ne repose sur rien, sur aucune donnée. Et il faut arrêter de culpabiliser les enfants et les parents avec ça. Ils ne sont pas responsables des clusters et des cas en plus, ce qu'on appelle cas maintenant n'a aucun sens puisque ce sont ces fameux tests RT-PCR dont les faux positifs sont légion. Hein, il y a Oui. Ah oui, 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 parce l'immensité. qu'il y a un pharmacien qui a fait une petite vidéo et qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, il ouvre une canette de coca et puis il pose quelques gouttes sur un test antigénique et ça lui sort un test valide au Covid. Donc, donc Oui, voilà, ça a été fait sur des. Alors là, c'était peut-être un test antigénique, que là, oui, je les connais moins bien, mais au départ, les tests RT-PCR, où il y a un certain, on est censé récupérer un peu ah de oui, matériel génétique. Alors, en dehors du oui, fait que l'inventeur lui-même, qui malheureusement est mort peu de temps avant la déclaration de cette épidémie, a dit que ce n'était pas du tout fait pour diagnostiquer une infection. Ça n'est pas fait pour ça. À Marseille, par exemple, il s'arrête à 35 replications puisqu'on multiplie le matériel, le génome, les bouts d'ARN sur certains sites qui sont présents théoriquement dans un échantillon. Et au bout de 35 cycles, ils se sont aperçus qu'il ne pouvait pas y avoir de virus vivant, donc ils arrêtent. Mais on sait que les labos qui ne veulent pas dire ce que l'ARS recommande, ce que le fabricant recommande, on sait que ces tests peuvent être repliqués 40, 45, 50 fois. Ça n'a plus aucun sens. Et c'est comme ça qu'en Afrique, ils ont testé une chèvre qu'elle était positive, une papaye, elle était positive, des gens qui sont testés un jour positif, le lendemain négatif, le lendemain positif. On se retrouve avec, en plus, une définition des cas. Moi, ce que j'ai appris, puisque j'ai un diplôme de santé publique en évaluation des risques, ce qui justifie ma compétence un peu scientifique, malheureusement, en médecine, on n'apprend pas à devenir, à avoir développé un esprit critique de scientifique. Donc, je revendique un peu, en tout cas, d'esprit scientifique grâce à ça. Mais ce que j'ai appris, c'est que j'ai perdu le fil de là où j'en étais. par rapport Mais au c'est test, que, oui, que c'est trop. voilà, qu'un cas en épidémiologie, en santé publique, un cas, c'est quelqu'un qui est malade. Or là, aller faire des tests gratuits, volontaires, et inciter les gens à gaspiller l'argent de la sécurité sociale pour aller faire des tests qui ne veulent rien dire, qui ne disent pas si la personne est contagieuse ou non, ça relève de la maltraitance, de la débilité, du totalitarisme, je ne sais pas. Bon,
En ce Oui, moment, on enrichit, bon, il y a des enjeux financiers considérables derrière tout ça, mais en tout cas, ça, c'est débile, voilà, c'est idiot. ouais, Là, ouais. s'il y a une chose qu'il faudrait faire, c'est ce que dit le professeur Raoult, ce que dit Louis Fouché, ce que dit Christian Perron, c'est les gens qui sont malades, il faut de suite qu'ils mettent un masque, eux. On ne peut pas savoir a priori si ça va être un coronavirus ou un autre, même si à l'heure actuelle, on sait qu'en raison de l'augmentation de la population des personnes âgées, dont je fais partie, moi, des baby boomers, bon, on arrive maintenant à des âges où on risque plus de mourir qu'à 40 ans, c'est sûr. Et donc, cette augmentation fait que les morts même qui ont été mis sur le dos du coronavirus, qui n'ont rien à voir avec ça, hein, les cancers en phase terminale, les infarctus, les accidents de voiture, on a été testé positif, pof, on a un accident de voiture, c'est le coronavirus. Donc l'incitation qu'il y a eu à marquer dans tous les pays, en plus, il y a une espèce il y a quelque chose qui est à l'œuvre derrière tout ça, qui est assez phénoménal. Et donc, malgré tout ce qu'on a mis sur le dos de ce corona, il n'est pas plus agressif que la grippe de 2017, par exemple, où il y avait eu 2 vagues. Mais on n'a pas fait Attention, tout un plat, attention, ça hein. c'est interdit de dire ça quand même, je crois. Oui, oui, c'est On- complètement interdit. Mais il y a des statisticiens qui ont fait les analyses. Je veux dire, maintenant, on a beaucoup de données. Moi, je vais sur des sites où on a des gens, des épidémiologistes compétents ou des statisticiens qui ont fait le rapport entre la population de personnes âgées de 2020 et la population de personnes âgées de 2017. Il y a Ioannidis, que j'ai cité tout à l'heure, qui a repris la létalité. La létalité, c'est le nombre de morts par rapport aux malades. C'est pas par rapport à ces cas inventés, sortis du chapeau, qui veulent rien dire. Tester quelqu'un qui est positif, une papaye qui est positive, évidemment, la papaye, on va la compter dans les cas aussi ou quoi? Il va falloir la On se confiner. rend compte de l'absurdité. En tout cas, quand on a des personnes qui sont malades et on a une létalité, c'est-à-dire parmi tous ces gens-là, la létalité, toutes causes confondues sur près de 80 études qu'il a analysées, c'était de l'ordre de 0,23. C'est-à-dire qu'il y a en gros 2 personnes sur 1000 qui sont mortes dans ces études à cause du coronavirus. Et si on prend les gens de moins de 70 ans, on tombait à 0,05, c'est-à-dire 1 pour 2000, hein, non pas 2 pour D'accord. 1000, mais 1 pour 2000. Et Sachant donc, que dans les personnes de moins de 70 ans, pardon, il y a des personnes qui ont des fragilités, hein, les surpoids qu'on voit à l'hôpital ou en réanimation, les personnes avec des surpoids, ce ne sont pas des petits surpoids à 80 ou 90 kilos, ce sont des choses beaucoup plus sévères, des personnes qui, avec l'obésité, peuvent avoir un diabète avec des complications, peuvent avoir une hypertension compliquée. Malheureusement, ce sont ces personnes-là qui pâtissent le plus de ce virus. et le nombre d'enfants touchés, je crois qu'il est juste infime. Alors, il y en a eu quelques-uns qui ont pu en mourir parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui ont un déficit immunitaire, qui soit congénital, qui soit acquis parce qu'ils peuvent avoir, peut-être à partir de la naissance, des maladies qui effondrent l'immunité, comme le sida par exemple, qui peuvent avoir reçu des traitements immunosuppresseurs, par exemple après une greffe d'organes, et que donc ils sont extrêmement fragiles. Voilà, ce qui fait dire D'accord. pour certains vaccins, par exemple, qu'il faut protéger ces déficients immunitaires en vaccinant la population autour. Mais bon, on reparlera des vaccins peut-être un peu Ouais. plus loin, mais Oui, alors en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'hystérie collective qui nous amène à avoir peur de tout, en fait. On pourrait avoir peur de cette papaye qui a été testée positive. Donc la mettre éventuellement en quarantaine. En tout cas, ouais. nous, ce que l'on demande au niveau des collectifs de parents, tels que Action 21 Lyon, nous, notre requête, elle est de demander en fait à ce que le gouvernement ouvre un dialogue pour mettre en place, avant de mettre en place des protocoles sanitaires, que ce soit coordonné au niveau des parents. Alors, on a quand même un droit parental sur nos enfants et on aimerait simplement l'exercer pleinement et avoir la possibilité de choisir. Il y a des parents qui sont très, très inquiets et qui pourraient faire le choix de faire porter le masque à leurs enfants.
et ceux qui ne le souhaitent pas devraient aussi en avoir la possibilité. Dans cette action, nous sommes quand même épaulés par justement Louis Fouché il y a des psychologues avec nous, Liz Nathanson et Johanna Mikou, que nous avons reçu dans un dernier live qui est juste J'ai vu, oui. exceptionnel. Mhm. Nous avons voilà, tout un panel de personnes qui nous soutiennent. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager. Alors l'engagement aujourd'hui, tu en as un aujourd'hui aussi, ta prise de parole, ta franchise. euh, c'est vrai que c'est un courage aujourd'hui que de s'exprimer, en fait, tout simplement. Et pour revenir à ces vaccins, là, on entend dire dans les journaux que cela pourrait être obligatoire même pour les enfants. Là, ça va nous amener, avant de parler des vaccins, je voudrais parler des phases qu'il y aurait avant, parce que bien sûr, ça a été un choix dès le 17 mars, je crois que c'était le premier discours du président Macron, il a parlé des vaccins. Si on prend la simulation qui a été faite par l'université Johns Hopkins, associée à la fondation Bill et Melinda Gates, ça y est, on l'a dit, et au Forum économique mondial, C'est bon, on est donc censuré. dans cette simulation, non, c'est sur le site, l'Event 201 existe, je suis allé sur le site, j'ai vérifié tout ce qui était affirmé dans d'autres médias, et j'ai pu vérifier que cette simulation a bien eu lieu en octobre 2019, donc avant que l'épidémie soit déclarée, et d'emblée, ils ont dit, s'il n'y a pas très vite un vaccin, il y aura 55 millions de morts sur la planète. Voilà. Wow. Ça ressemble aux prévisions de Neil Ferguson, cet statisticien anglais qui travaille pour l'OMS aussi et qui a été à l'origine du confinement que lui-même ne respectait pas. On l'a appris puisqu'il allait voir sa petite copine pendant le confinement et il a perdu un peu de crédit, mais ça fait 20 ans qu'il se plante complètement sur les prédictions du premier SRAS, du H1N1 en 2009, du MERS coronavirus de 2012-13 et on l'écoute toujours. C'est ce qui est fou, c'est qu'il y a derrière ces gens-là une puissance qui laisse s'exprimer ces personnes, mais alors qu'ils font des erreurs, mais ce n'est pas de 1 à 2, hein, ce sont des erreurs de 1 à 100 ou de 1 à 10, ce qui n'est pas acceptable. Je voulais revenir sur les facteurs de bonne santé, parce qu'on parle peu d'immunité, quelques personnes aux médecins ont parlé du zinc, on a parlé de la vitamine D, les personnes en EHPAD par exemple qui avaient reçu de la vitamine D ont une mortalité, un taux de complications bien plus faible et on nous dit qu'il n'y a pas de traitement. Enfin, il faudrait quand même être un peu sérieux. Mais le premier facteur dont je voudrais parler, parce que je me suis intéressé en tant que médecin de prévention à la longévité, les zones où on vit longtemps. Mais la longévité, ça veut dire longtemps en bonne santé. Ce n'est pas la France où on vit relativement longtemps, on n'est pas les meilleurs, loin de là, mais avec des handicaps et des maladies chroniques qu'ont la plupart des gens après 60 ans. Le premier facteur de santé de longévité, c'est le lien social, la qualité du lien, les personnes qu'on voit, les échanges qu'on a. À Okinawa, par exemple, ils forment des clubs dès l'âge de 3-4 ans où ils se retrouvent au moins une fois par semaine pour boire la wamori, qui est une espèce C'est la joie de vivre en fin de de compte. saké. Voilà, ils plaisantent, ils mangent Ouais. ensemble, ils s'entraident, ils ont des tontines pour le cas où quelqu'un est un coup dur. Et la première chose qu'ils font le matin en se levant, c'est après la gratitude, remercier, parce que la gratitude, c'est un facteur de bonne santé. Il n'y a pas que la lutte contre le stress, il y a aussi avoir de la gratitude pour ce qu'on a. On prend peut-être des risques en parlant. La censure, pour l'instant, ce n'est pas trop méchant. Il y a des gens qui ont pris des risques et dans certains pays, certaines dictatures, beaucoup plus importants que ça. Donc, pour l'instant, on ne risque pas encore notre vie. Peut-être ça viendra. Et donc, je voulais juste souligner ça, c'est que ce facteur social que, comme par hasard, on cherche à briser, et pas que par rapport à l'épidémiologie. On a besoin, les personnes âgées qu'on isole vont mourir beaucoup plus que si on va les voir et qu'on leur refile un virus. D'autant plus qu'encore une fois, ce ne sont pas les enfants qui vont le leur donner.
qu'on mette un masque en leur présence si elles sont très fragiles, pourquoi pas? Qu'on leur fasse mettre un masque FFP2 pour les protéger, pourquoi pas? Mais le masque dans la rue, par exemple, quand on est à distance ou en plein air ou sur la plage, ça relève du n'importe quoi. Malheureusement, je pense que c'est pas du n'importe quoi, qu'il y a une intention derrière, mais on va pas entrer là-dedans parce qu'après on se fait encore plus coller l'étiquette complotiste, elle grossit, elle devient en lettres de 1 mètre de hauteur. Donc pour en revenir, on commençait à parler, enfin je passe quand même vitamine C, D, zinc, l'alimentation, les fruits, les légumes, bien sûr bio parce que ma spécialité étant la santé environnementale, on sait que les pesticides altèrent l'immunité, hein, et Ah, ça n'est pas il faut baisser un petit peu. ah pardon, Euh, voilà, donc c'est j'ai trop bon. monté, ouais, c'était pour, voilà, donc on va pas reparler de l'activité physique, de la gestion du stress, de tout ce qu'on peut faire de marche dans la nature, de cultiver le calme intérieur, faire du yoga, de la méditation, voilà. Mm. Donc après, vacciner les enfants, pour moi, alors la précipitation avec laquelle on a annoncé par avance que seuls les vaccins nous sortiraient de là, c'est extrêmement suspect. Et puis après, on voit passer des messages où on nous dit que tel labo a commandé 800 millions de doses de flacons de verre à une société qui fabrique des flacons en verre, capables de résister en plus à des températures extrêmes, extrêmement froides, et comme par hasard, on nous sort un vaccin ARN qu'il faut conserver à moins 70 ou moins 80 degrés. Bon, après, encore une fois, on ne va pas entrer dans ces choses-là qui ne relèvent pas, moi, de mon champ de compétences. Encore que c'est toujours intéressant quand on voit de la manipulation, de la propagande et des mensonges, quand on voit le paquet qui a été mis et l'argent qui a été mis sur les vaccins, alors qu'on avait des traitements et préventifs et curatifs, ce qu'on appelle en prévention secondaire. Hein, on ne va pas reparler de l'hydroxychloroquine ici, mais il y a l'ivermectine, il y a les antibiotiques, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui permettent de sauver beaucoup de vies. Mm. Je peux sans trop m'avancer dire qu'avec une bonne prévention par les vitamines, les oligoéléments comme le zinc que les médecins dont les médecins connaissent très peu le rôle immunitaire ou le silicium pareil et cette prévention secondaire où on soigne les gens avant qu'ils soient trop malades, sans attendre qu'ils soient en détresse respiratoire, on aurait pu sauver probablement, Christian Perron parle de 25 000 vies ou peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, on ne saura jamais ce qui se serait passé si. Mais en tout cas, On lui fait un procès justement pour avoir dit ça, hein. oui, ben oui, Mm. c'est bien regrettable de voir quelqu'un de sa compétence qui est attaqué, alors que des gens qui ne parlent pas de leurs conflits d'intérêts, donc qui sont pour moi corrompus par l'argent des laboratoires, s'expriment librement sur les plateaux de télé, ne respectent pas la loi par rapport à cette déclaration et disent des choses, enfin parlent de choses sur lesquelles ils sont moins compétents que des infectiologues ou des virologues qu'on n'entend pas, sauf sur des réseaux Mm. alternatifs. Voilà. Je suis contente de t'entendre parler de cette médecine de prévention. Je suis moi-même naturopathe et la naturopathie est une médecine de prévention. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être malade pour booster ses défenses immunitaires, pour rééquilibrer son terrain, essayer d'apporter les nutriments qui manquent. Et c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, ça, c'est très peu avancé dans le discours officiel, alors que si on est dans une période de pandémie, il faudrait au contraire inciter les personnes à absolument faire du préventif. Euh, le Mais c'est masque, pas, c'est pas du préventif. Les gestes barrières, c'est pas de la prévention en fait, puisque si on affaiblit le taux de, si on augmente le taux de stress et qu'on affaiblit par une espèce de psychose, on affaiblit le système immunitaire. De toute façon, la population va devenir de plus en plus fragile. Donc c'est pour ça, en fait, et même ça, on n'a pas le droit de le dire. J'ai été formée dans une école qui s'appelle l'Institut français des sciences de l'homme et dont le directeur, qui est un très grand naturopathe,
euh, a le courage, pareil, de s'exprimer et il fait des papiers en disant, voilà, vous pouvez augmenter votre système immunitaire, prenez telle vitamine, etc. Mais ça rapporte rien, ça. Oui, Oui, mais non, mais on en est là. Dans le bilan annuel de Goldman Sachs, une banque, donc les banquiers, euh, on ne va pas entrer sur la façon dont les États ont perdu leur souveraineté quand ils ont donné entre autres l'émission de la monnaie. Là, on peut écouter Valérie Bugeaud, j'ai lu il n'y a pas si longtemps son livre sur les raisons cachées du désordre mondial. Ben, pour moi, ça m'a permis de mettre quelques pièces au puzzle pour comprendre la réalité de ce qui se passe. Donc, Goldman Sachs, dans son bilan annuel, il se trouve qu'un laboratoire avait mis au point un traitement antiviral pour l'hépatite C. Ils se sont fait taper sur les doigts parce que ce traitement guérit 80. Alors, ils l'ont vendu extrêmement cher, hein, à peu près 100 fois plus dans les pays industrialisés que dans les pays pauvres comme l'Inde, réputé moins industrialisé comme l'Inde, encore qu'il y ait beaucoup d'intellectuels et de gens très compétents en Inde. Et donc, ils se sont fait taper sur les doigts parce que guérissant 90% des patients porteurs chroniques de ce virus, ces patients ne pouvaient plus le transmettre aux autres. Et ils ont dit, mais vous tuez la poule aux œufs d'or. Donc voilà dans quelle mentalité on est. Notre santé, les cyniques qui prennent les décisions, il n'y a qu'à voir les discours de certains de membres du pouvoir, hein. On ne donnera pas de nom encore une fois, mais le cynisme, le détachement qui est analysé par des psychologues, par des observateurs, par des gens comme Dimitri Jacques, mais ça fait froid dans le dos. On se dit, mais on n'est quand même pas dirigé que par des psychopathes, il doit bien y avoir des gens qui réfléchissent, et il y en a. On le sait qu'il y en a dans les ministères et partout. Mais derrière ça, qui contrôle les États? Valérie Bugeaud le dit très bien, les États sont devenus des coquilles vides. Il n'y a plus rien là-dedans. Qui prend les décisions? Ben, ceux qui sont derrière et qui ont la finance. Qui a la finance? Comment se fait-il que des lobbies industriels puissent imposer en l'espace de quelques mois des vaccins à la moitié de la population mondiale, se non, à la gavent, totalité. À la la totalité. totalité? Je pense qu'il y a beaucoup de pauvres qui n'auront pas, heureusement pour eux, accès à ces Non, vaccins. Macron, il a dit qu'il allait se cotiser pour aller donner le vaccin à tous les Oui, pauvres. entre ce que disent les décideurs et ce qu'ils font, heureusement, il y a une grande différence. Mais je pense à ce que disait un ami avocat qui a un site très intéressant sur le complotisme d'ailleurs, qui s'appelle l'idiotduvillage.org. Hein, ça se tient l'idiot du village, pour ne pas le nommer Guillaume de Rouville, qui dit on ne négocie pas avec le pouvoir. C'est-à-dire que faire des pétitions, ça ne sert à rien pour des gens dont le cynisme est inimaginable pour nous. On se dit, mais la santé, c'est notre bien le plus précieux. On a envie d'en prendre soin quand on est médecin, même si ce n'est pas une vocation, même si on a fait ça pour d'autres raisons que juste être au service des autres. On a envie que les gens aillent bien. Moi, je sais que je fais de la prévention parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des gens malades. J'ai toujours été choqué quand des confrères me disaient, oui, il y a de la pathologie en ce moment. Ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de rhume ou des gastro-entérites et qu'ils voyaient 40 personnes par jour au lieu d'en voir 25, qui se gavaient, quoi. Ils se remplissaient les poches. Mais ça me choquait. Ça me choquait, comme beaucoup de choses m'ont choqué dès ma 3e année de médecine, où j'ai pratiqué une médecine lente, à l'écoute. Résultat, ben voilà, j'ai pas fait fortune. Et j'ai pas de maison encore à moi. Enfin, voilà. On fait des choix dans la vie. Moi, je les assume complètement. Mais en tout cas, ce cynisme qu'on voit à l'œuvre là, je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre les raisons pour lesquelles certaines décisions sont prises. Je crains que tant qu'on n'a pas intégré que le pouvoir ne nous veut pas du bien, et je pèse mes mots, hein, en 30 ans, je peux dire, il n'y a qu'à analyser tout ce qui a été fait. Comment se fait-il, par exemple, quand on dit qu'il faut protéger les anciens, hein, c'est ce qui a été dit en mars. Bon, les anciens, donc, ils risquent de mourir du Covid. On le savait d'emblée que ça allait atteindre surtout des personnes âgées. Il y a des industriels qui ont dit, bon, en 2011, moi je me souviens avoir discuté avec un ingénieur qui était au ministère de la Santé, qui avait fait construire 4 usines pour des masques en prévision des épidémies, puis il y a eu celle de 2009 qui a été un peu un gros flop. En 2011, les gestionnaires ont dit, on ne laisse pas des hangars pleins de masques, on les brûle. Voilà, on fait tout disparaître. Résultat, quand l'épidémie a commencé, il y a des industriels, il y a des commerciaux qui ont dit, mais nous, on a des contacts avec la Chine, si vous voulez, on peut en commander. Il y a un industriel qui s'exprime régulièrement, un homme d'affaires, et qui a dit, même, je vous file les adresses, je ne prends rien, je vous donne tout, vous vous débrouillez tout seul. Eh bien, ils ont refusé.
Systématiquement, ça a été refusé. On a refusé les livraisons de masques. On dit, il faut protéger les vieux, mais comme il va y avoir une vague, mais la vague, elle va toucher qui? Les personnes âgées fragiles. Eh bien, ceux qui attendaient un diagnostic, un traitement, une opération à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a fait? On les a renvoyés à un EHPAD, donc sans soins, qui étaient en attente de diagnostic parfois urgent, et on a dit, si ça ne va pas, ben, donnez-leur du Doliprane. Sauf que quand sent une détresse respiratoire, comme l'expliquent très bien les réanimateurs, hein, cette hypoxie qui est cachée, qui ne se manifeste heureuse, comme ils disent, eh ben, c'est très grave de laisser les gens arriver. Quand l'État interdit et fait disparaître le seul médicament dont on savait qu'il pouvait fonctionner, ce n'est pas On intentionnel, peut, c'est oui, le c'est hasard. vrai, ouais. Quand on En- achète et impose le seul médicament, parce qu'il coûte très cher, parce ouais. qu'on innove, comme dit le professeur Raoult, on veut de l'innovation. Et lui, il est en train de vouloir travailler sur des médicaments anciens efficaces, il ne peut pas. Ses En études fait, lui c'est sont vrai que refusées. le conflit d'intérêts fausse énormément et c'est vrai que le conflit d'intérêts, je pense que c'est la source de tous les maux. En tout cas, ce qu'on a bien compris, en fait, c'est que, par exemple, nous, on a vu passer des tribunes, des tribunes signées par des centaines de médecins. Donc, il y en a une que l'on utilise vraiment, c'est celle qui est signée par environ 150 soignants médecins. Il y a des psychologues, alors c'est pas un ou deux, hein, c'est des dizaines de psychologues qui ont signé également des lettres ouvertes au ministère de la Santé. Il y a en fait des scientifiques aussi, plus ou moins connus. Donc il y a ceux qui passent sur les Toubiana, Perron, Raoult, mais il y a aussi énormément d'autres médecins scientifiques en fait qui sont contre les décisions prises dans le cadre de la crise sanitaire. Donc en fait, des scientifiques et des médecins qui ne sont pas d'accord sur ce management de la crise. Et de l'autre côté, on en a d'autres qui sont absolument pour Karine Lacombe, le conseil scientifique et tout ça. Ils sont absolument pour. Et en fait, ça fait deux camps. Ça fait les pour et les contre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Je me posais la question l'autre jour. Je me disais, on fait quoi? En fait, nous, on est citoyens, on est au milieu. Et ces personnes-là sont en train de décider sur notre santé, en fait, ce qui est bon ou pas pour nous, citoyens. Donc, on fait quoi? En fait, on la joue à pile ou face. Ou on fait, voilà, en fait, c'est quand même aberrant. Et apparemment, ce qu'on nous dit, c'est normal, en fait, qu'il y ait deux camps. Alors, il y a les vraies polémiques. Par exemple, euh, on peut discuter de l'intérêt de l'hydroxychloroquine, mais quand on a la fausse étude du Lancet qui était inventée de toutes pièces et que notre ministère continue à s'accrocher à ça pour interdire aux médecins de la prescrire ou pour ne… C'est un scandale parmi d'autres, mais il y en a tellement qu'on ait renvoyé les personnes âgées dans les EHPAD en disant si elles sont en détresse respiratoire, ben vous les achevez au Rivotril. J'ai reçu ce message de la direction de la santé et ça m'a choqué profondément. Et est-ce que l'État veut prendre soin des personnes âgées en faisant des choses comme ça? Est-ce que les gens qui sont en conflit d'intérêts, alors je reprendrai un terme d'Idriss Aberkane qui dit que le gros problème, c'est, il y a trois problèmes en fait. Il y a la corruption et la corruption. Donc, moi, je ne parle plus de conflit d'intérêts. Quand on reçoit des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros ou de dollars, quand on a rendu service aux industriels, quand on a aidé à enrichir les actionnaires, quelle est la préoccupation de ces gens-là pour la santé de la population? Il faut m'expliquer. Moi, je n'ai aucune confiance dans quelqu'un qui a des conflits d'intérêts qui ne les déclare pas, et même quelqu'un qui a des conflits d'intérêts qui les déclare. Je regrette, mais on sait qu'un calepin à 10 euros et un stylo à 3 euros donné à un médecin va influencer ses prescriptions dans le sens qui n'est pas forcément favorable au patient. Donc, un médecin qui reçoit la visite médicale est influencé. Vous pensez bien, quand il s'agit de sommes de cette importance, la corruption, là, devient, pour moi, c'est vraiment de la corruption. On n'est plus dans du conflit, Oui. du lien d'intérêt. Non, non, non. Si on travaille avec les industriels, on travaille avec les industriels, on n'a pas à prendre de décision pour la santé publique. Ce n'est Mm. pas possible.
Et donc, en fait, là, moi, je pense que le message le plus important et sur lequel de plus en plus de thérapeutes et de médecins commencent, ben, comme toi, en fait, commencent à faire passer, c'est déjà qu'on peut dire à tout le monde, c'est de prendre soin de leur immunité, de travailler avant tout sur son bien-être, que ce soit pour n'importe quelle en fait attaque virale, n'importe quel Oui, virus n'importe ou quelle maladie, maladie, même n'importe si quelle on maladie. parle d'infarctus, de cancer, de n'importe quoi, de prévention de la maladie d'Alzheimer, on a des bouquins remarquables écrits sur des accompagnements sur l'activité physique, sur en fait ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. Les interventions non médicamenteuses qu'utilisent souvent les naturopathes, hein, sans parler des compléments alimentaires. Alors bon, moi j'aime pas être, la médecine le naturopathe qui serait qu'un distributeur de produits, de Ouais, complexes, voilà, pour moi non. c'est plus trop intéressant. Ce qui est Mm, intéressant, je trouve, c'est d'avoir une approche diagnostique différente des médecins et d'avoir cette approche micronutritionnelle que trop peu de médecins ont parce qu'ils n'ont pas approfondi et que encore une fois, la prévention est le parent pauvre de la médecine. Et, mm, et quand on voit toutes les pathologies chroniques que la médecine a du mal à comprendre, parce qu'on a une médecine symptomatique, voilà, qui tout à traite le fait. symptôme. Pourquoi? Mais simplement parce que c'est ce qui rapporte, qu'un médicament c'est brevetable, un vaccin c'est brevetable. Et là, je voudrais parler d'une phrase que j'aime bien, qui est de Ioannidis toujours, qui dit que plus importants sont les intérêts financiers et les préjugés dans un domaine scientifique, moins il est probable que les découvertes y seront vraies. Mm. Donc c'est vrai pour le médicament qui rapporte beaucoup. On le voit que maintenant la fraude est devenue massive dans les études sur les médicaments. Et des exemples, j'en ai Malheureusement. à l'appel, j'en ai des dossiers pleins. Mais en matière de vaccins qui rapportent encore plus pour des coûts de développement qui sont moindres. Pourquoi est-ce qu'ils sont moindres? Parce qu'il y a tout un tas de précautions qu'on prend avec les médicaments qu'on ne prend pas avec les vaccins. Et quand on développe, qu'on nous annonce que seul le vaccin va nous permettre de sortir de là, que dès le mois de mars, on développe des vaccins, qu'on interdit en quelque sorte aux médecins et aux patients d'être soignés, qu'on leur demande de traîner jusqu'à ce qu'ils soient trop Ouais. mal, on a l'impression presque, enfin, c'est pas presque, Ça, on a l'impression c'est vrai. je dis ça comme une impression. Pour moi, c'est une certitude, mais je veux dire que j'ai l'impression qu'on a voulu créer de la peur, faire monter les morts de façon à créer de la panique et que les gens se précipitent sur le vaccin. Alors, en France, on a peut-être comme auditeur ce soir et dans les jours qui viennent que des personnes qui s'informent et qui déjà vont chercher l'information en dehors des sentiers battus ou des médias mainstream. Mais j'espère toujours qu'il va y avoir des personnes, moi, qui vont être interpellées, qui vont dire, mais effectivement, moi, en troisième année de médecine, j'ai commencé à me poser des questions et à devenir critique. Et je ne comprends pas que des gens qui ont 20 ans, 30 ans de pratique continuent à recevoir de la visite médicale et à manipuler les gens et à ne pas se poser de questions. Quand on écoute Michel Delorgéril sur les obligations des 11 vaccins qui sont devenus obligatoires au 1er janvier Ouais. 2018, mais on s'inquiète beaucoup quand un scientifique de ce calibre, épidémiologiste, qui a écrit déjà plusieurs fascicules sur les vaccins, ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est très intéressant pour les parents. Malheureusement, maintenant, il n'y a plus le choix, hein, Oui, c'est c'est une 11 obligation, vaccins. ouais. Mais quand on voit que ça ne repose sur aucune donnée de santé publique, aucune étude, et que ces choses-là sont imposées à tous, ça pose vraiment question. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est notre santé ou est-ce que ce sont les intérêts financiers, justement? Alors justement, donc en fait, pour, agir, face à ces intérêts, moi je pense que le message, et tu l'as très bien dit, pour tous, c'est de d'abord prendre soin de son propre, système immunitaire parce qu'il n'y a rien de plus, puissant, que le système immunitaire humain, en fait. Et notre corps et notre biologie interne est notre premier et meilleure arme de Alliés, défense. oui, Oui. complètement. Moi, je voudrais donc te remercier, Paul, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous avoir expliqué beaucoup de choses et de nous avoir fait part de tes convictions. Je voudrais qu'on puisse terminer avec un message d'espoir pour tous ceux qui nous regardent.
Mais comme tu l'as dit, je crois beaucoup à cette prévention primaire, au renfort de l'immunité, baisser nos expositions environnementales. Moi, j'ai un petit site de santé environnementale, mais que j'ai passé un seul week-end dessus, donc il est très peu nourri. Mais entre l'action qu'on a sur notre alimentation, sur tout ce qu'on introduit dans notre maison, en fait, entre ce qu'on mange, ce qu'on boit, les produits d'entretien, les parfums d'ambiance, tout ça, on peut complètement modifier l'ambiance dans laquelle on vit. Ensuite, il y a ce lien social qui est important, il y a l'activité physique, jardiner, sortir, aller balader. C'est pas pour rien qu'on nous a confinés et interdits. Je crois que, je ne sais pas s'il y avait une intention d'altérer notre immunité, mais ça n'a jamais été expérimenté. Il n'y a aucune étude là-dessus, de la même façon qu'il n'y a pas d'étude qui montre un intérêt majeur du port du masque à l'extérieur et même dans des lieux publics où il n'y a pas de promiscuité. Je crois qu'il y a, c'est pour ça que moi je crois une des principales choses, c'est de créer du lien, de garder du lien, de s'informer, hein, Tout à fait. de s'informer parce que c'est bon pour notre immunité, ça nous conforte dans ce qu'on sait de plus en plus, même s'il peut y avoir encore une fois polémique, il faut sortir de ces fausses polémiques pro-vax, Ouais. anti-vax, ça veut rien dire. En fait, c'est voulu pour éviter de mettre la vaccinologie sous les feux de la science. Je Mm. pense ça, sincèrement. Quand on Alors que, commence à éclairer comme l'a fait Michel Delorgéril, ce qu'on découvre, c'est un peu hallucinant. Il n'y a pas que lui qui a découvert ça. ouais. Donc, on peut désobéir pour certaines choses, sans se mettre en danger, bien sûr, hein. On peut boycotter certaines choses. Il y a des actions juridiques en cours, hein. Tu as parlé de ces Oui, avocats hein, on peut parler oui, tout à fait. Il y autour de Réinfo a, Covid, il y oui, a Réaction 19, il y a il y a Séverine les équipes Mana, Séverine Mana, voilà, l'équipe de Christophe Leggevac, Arnaud Durand, Click and Requête, Click voilà. and Il y a Requête, tous voilà. ces gens-là qui font un super boulot. Ouais. Il y a tout un tas de gens. Ce qui est remarquable, c'est de voir toute cette énergie qui est déployée au travers de ces associations comme Bon Sens, Réinfo Covid. Bon, je Mm. recite Louis Fouché parce que pour moi, c'est un homme remarquable. En Ouais. plus, ce matin, je taillais et je préparais des greffes pour mes arbres. Et lui, il parle de permaculture, donc ça me touche beaucoup. Parce que c'est Ouais. aussi un enseignement de vie, hein, c'est pas que. Ouais, Et là, ouais. on est en plein dans l'immunité. On est aussi, on peut parler, on en a parlé pas mal de cette prévention secondaire. Il y a des traitements, donc il faut en parler aux médecins si on est malade, si on a un syndrome grippal, hein, pas hésiter à demander de la vitamine D. Moi, avec mes enfants, on prend de la vitamine D tout l'hiver. Je crois qu'il y a 6 mois par an, c'est recommandé depuis toujours parce qu'on ne vit plus en plein air, à poil dehors, hein, et puis l'hiver, ce ne serait pas commode. On ne travaille plus dans les champs. Et même à l'époque, on travaillait dans les champs. Donc, c'est important de s'exposer au soleil alors qu'on nous Ouais. fustige dès qu'on va au soleil. On nous présente ça comme diabolique. Non, on peut s'exposer même aux heures les plus chaudes, sauf qu'il ne faut pas y rester 2 heures, hein. Les premiers jours où on s'expose à un soleil d'été en milieu de journée, bien sûr, ce serait dramatique. Ouais. Donc, on a besoin de construire notre résilience aussi. Le fait d'être en réseau, ici, on a beaucoup de gens qui sont pas vraiment des survivalistes, mais qui essaient de relocaliser l'économie, de cultiver son jardin, même si Ah c'est un oui. balcon avec 3 plates-bandes, de mettre 3 pieds de tomates dedans ou du basilic ou quelque chose. À la campagne, on peut avoir une basse-cour, on peut faire plein de trucs, on peut planter des arbres, on peut les greffer. Et donc, assurer nos besoins fondamentaux, on risque d'avoir une crise qui s'aggrave parce que c'est une Ouais, crise malheureusement. politique, ce n'est pas une crise sanitaire. La crise sanitaire, elle aurait pu passer complètement inaperçue s'il n'y avait pas eu des décisions qui aggravent les choses en quelque sorte et qui Politiques peut-être et étaient. économiques qui sont en train de se profiler Voilà. et qui malheureusement vont faire beaucoup de dégâts. Et là, j'ai aujourd'hui même discuté longuement avec une personne et effectivement, c'est quelque chose de gravissime. Les pertes économiques et les dommages économiques qui vont arriver sont Mais tout juste. Ouais. derrière, il y a l'effondrement financier, puisque les financiers, ceux qui sont accaparés le pouvoir d'émettre la monnaie, ont fabriqué de telles quantités de dollars et d'euros que tôt ou tard, il va falloir que tout ça disparaisse. Donc, il y en a qui parlent du grand Mais reset, c'est mais pas ce du soir, complot, ça, hein, mais on va pas on va trop pas miner, aborder ça. on va Mais pas trop miner voilà. le Mais, moral je veux des citer gens. alors, pour finir sur une parole heureuse, parler de la sobriété heureuse. Je vais peut-être le voir demain, en tout cas après-demain, c'est sûr, mon ami Pierre Rabhi, qui est presque un voisin.
et donc qui parle de cette sobriété heureuse, avoir des besoins simples, mais avoir cette qualité. Il aime bien parler d'Ivan Illich. Ivan Illich, il parlait de la convivialité, et cette convivialité est non seulement importante pour notre immunité, mais pour notre longévité, pour notre bonne santé. Et la bonne santé sociale, elle est très importante aussi. Et je crois qu'il ne faut pas la laisser Voilà. briser et ne pas accepter qu'on abîme ça, ne Tout pas à laisser fait. faire Ne ça. pas accepter d'être morose, rester heureux, rester en bonne santé et garder la joie. Aimez vous les uns les autres et surtout cajolez vos enfants et même vos grands-parents parce que, ben, en fait, Éteignez la télé, comme dit Louis. merci beaucoup, Paul. Merci pour Avec ce plaisir. temps que tu nous as accordé et je te dis à très bientôt. Très bonne soirée. À bientôt, Au, Sheila. au Merci de ton revoir. invitation. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.